Alors, il y a 2 voire 3 menaces qui sont décrites en parallèle, qui sont celles d'un glacier, enfin plutôt d'une poche d'eau dans le ventre d'un glacier qui menace d'exploser et de ravager toute une vallée. Et dans cette vallée, il y a 2 sœurs, Lucie et Clémence. Et Clémence est revenue depuis peu dans cette vallée. Elle avait disparu pendant une trentaine d'années et elle est revenue depuis peu auprès de sa sœur Lucie. Elles sont toutes les 2 jumelles. Et on comprend assez vite que Clémence est elle aussi dangereuse et que Lucie en a peur. Et en même temps, elle l'accueille, c'est sa sœur et elle est obligée de l'accueillir puisque Clémence prétend être en danger. Et ces 2 menaces sont doublées d'une autre menace qui est plus diffuse, qui est celle d'un gouvernement écologiste, à la fois un peu dictatorial et puis qui prône une écologie de surface, et qui est un gouvernement qui a été mis en place dans les années 20-30 et on se situe en 2056. Et ce gouvernement, il est menaçant parce qu'on est surveillé, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et tente de contrôler la population. Or, Clémence tente de contrôler Lucie et elle-même est incontrôlable. Donc on essaie de... Enfin, Lucie se souvient surtout des moments d'enfance ou d'adolescence où elles essayaient, elle et ses parents, de contrôler Clémence, plutôt ses débordements. Et de la même façon, les pouvoirs publics essaient de contrôler le glacier qui menace donc de s'effondrer. Donc c'est à la fois les menaces de débordement et les menaces de contrôle. Clémence, on ne sait pas trop ce qu'elle a, mais elle a un rapport douloureux et difficile avec la réalité. Elle est complètement asociale, violente, et quand elle était petite, fugueuse. Elle avait aussi des problèmes d'addiction, elle débordait en fait constamment. On ne sait pas trop pourquoi. Apparemment, on comprend assez vite qu'il y a un problème de place entre les 2 sœurs qui sont jumelles et on comprend que les parents n'en voulaient qu'une. Et Clémence, elle semble avoir des pathologies du lien, ce qui fait qu'elle a un comportement extrême pour se persuader qu'on l'aime, pour obliger les autres à montrer qu'ils l'aiment, mais c'est insatiable et donc en fait elle pousse le bouchon extrêmement loin pour avoir être rassurée là-dessus, et elle ne peut pas être rassurée là-dessus. Et après avoir fugué longtemps, souvent quand elle était jeune, et en particulier une première fois où elle a semble-t-il fugué en 2 ans, autour de 18-20 ans, et là elle avait appelé sa sœur Lucie à l'aide, qui était venue la récupérer ensanglantée dans une baignoire délirante, et après ça, après que Lucie l'ait sauvée, elle se retape un peu, puis elle redisparaît, et cette fois elle disparaît pendant 30 ans. Et on ne sait pas très bien où elle était. On a des doutes dès le début et on comprend assez vite que peut-être elle n'est pas partie si loin que ça, mais on ne sait pas où elle était. Et en tout cas, elle revient avec la même inquiétude qu'elle avait quand sa sœur Lucie l'a retrouvée autour de ses 20 ans, à savoir qu'elle a peur d'un homme et elle a peur d'un réseau. Et on ne comprend pas très bien, mais elle veut que Lucie la cache. Et Lucie, elle habite dans une grange foraine, c'est-à-dire une grange en dehors des villages et des hameaux, et qui se situe très exactement entre le fond de vallée et le glacier. Donc entre une eau menaçante, celle du glacier, et une eau bienfaisante qui se situe en bas de la vallée et qui est l'eau des thermes, par laquelle on peut se soigner. Et donc il se trouve que Lucie et Clémence sont entre ces 2 pôles. Il y a déjà eu une catastrophe engendrée par cette poche d'eau du glacier, et pour ça je me suis inspirée d'une catastrophe réelle qui s'est déroulée dans la vallée de Saint-Gervais-les-Bains, et qui est la rupture de poche d'eau du glacier de Tétros en 1892. Et quand l'eau fait sauter le bouchon de glace qui la retient, parce que c'est un glacier sans torrent sous-glaciaire, elle entraîne d'abord de l'eau et de glace, et puis très vite tout un tas de matériaux, et ça se transforme en lave torrentielle. La lave torrentielle, c'est comme une lave de volcan, mais sombre.
mais c'est à peu près pareil, c'est visqueux, et ça emporte tout. Donc en fait, tous les gens de la vallée vivent dans le souvenir de cette catastrophe et dans l'inquiétude depuis les années 10 d'une nouvelle catastrophe, puisque jusque-là, ils avaient trouvé moyen de drainer cette poche et ils se sont aperçus dans les années 10 que de nouveau c'était menaçant. Et pour Clémence, c'est la même chose. Il y a déjà eu des débordements et donc Lucie vit dans l'angoisse de nouveaux débordements de sa sœur. Enfin, moi, je voulais parler de la peur, déjà. Mais de la peur sous toutes ses formes, et en particulier sous une forme qui est assez peu connue, qui est une peur quotidienne, qui n'est pas cette peur d'adrénaline qu'on a quand, par exemple, tout d'un coup, on est confronté à un danger imminent, où on a une espèce de bouffée d'adrénaline qui nous fait agir. Non, une peur qu'on connaît quotidiennement et qui fait qu'on est obligé de vivre avec, et qui mine, et qui est très très ennuyeuse, et qui fait un travail de sape, comme ça, dans la tête et dans les corps. J'ai travaillé aussi sur, évidemment, la catastrophe climatique, et j'avais en tête ce titre hors gel, mais c'était pour un autre livre en réalité, parce que je voulais écrire un livre sur les maisons dans lesquelles on n'habite pas, et que du coup on est obligé de mettre hors gel. Et j'ai très vite compris que finalement il s'adaptait à ce livre, parce que, sauf que dans ma tête, le danger était le gel, j'en étais encore là, moi, quand j'avais ce projet d'écriture qui a une petite dizaine d'années, on va dire. Et puis très vite, et en particulier pour ce livre-là, j'ai compris que c'était l'inverse maintenant qui se produisait, c'est qu'on a peur que ça ne gèle pas. Et c'est le cas de tous ces glaciers qui s'effondrent, et du sol dans les milieux d'altitude. Et pareil au pôle, c'est-à-dire que ce permafrost, ce pergélisol, il gèle plus, et du coup tout s'effondre, tout s'écroule, et on ne contrôle plus rien. Et il n'y a plus de fondation, et le monde s'écroule sous nos pieds. C'est ce qui arrive aussi à cette famille qui est confrontée à une espèce de folie comme ça, la folie de Clémence, et on a l'impression que tout se fissure sous nos pieds. Or Clémence, pour arriver à la calmer, en particulier quand elle est dans des crises de délire, et à un moment donné, il y a deux choses. Il y a la contention, c'est-à-dire la tenir, et il y a les antipsychotiques et les calmants, et qui forment une sorte de gang dans laquelle elle est, c'est-à-dire que quand on est sous l'effet de ces médicaments, on est ralenti, tous nos mouvements sont abrasés, tenus, et ça fait comme un gel. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle ne peut être délivrée que sortie de ce gel, mais si elle sort de cette espèce de gang, tout s'écroule et tout s'effondre et tout déborde. J'ai réfléchi énormément, il y avait plusieurs versions, et il y a eu des versions même sans sœur, avec soit une seule fille, un seul fils, et puis je croyais que ça m'intéressait parce que la gémellité m'intéresse depuis très longtemps, et j'ai déjà travaillé sur ce thème-là dans Sauf Riverain. Et je me disais, ça va bien, comme il y a cette histoire de polarisation haut, bas, danger, calme, etc. et que Lucie se trouve à mi-hauteur. Je me disais, tiens, c'est au niveau, ça répond bien, ça va bien avec la figure que je veux instaurer. Et puis, j'ai commencé à parler de ce livre, et les lecteurs ont commencé à me dire autre chose, et presque tous me disent la même chose, à savoir que eux, ils ont l'impression que Lucie et Clémence, c'est une seule et même personne. Et au début, ça m'a énervé, parce que moi je tenais à mes deux personnages, à la fois Lucie et Clémence. Je me disais, mais non, et c'est comme si on enlevait Clémence, puisque Lucie est la narratrice, c'est comme si Clémence n'était qu'une autre partie de Lucie, et du coup je me disais, oh non, voilà, c'est comme si je perdais Clémence, ça m'attristait. Et puis je me suis demandé, mais pourquoi ils disaient ça? Et j'ai réfléchi à comment j'avais construit mes personnages, comment je les avais nourris, et je me suis dit qu'en fait je m'étais comme souvent projetée, et il y a aussi un autre personnage qui est la mère, qui est importante, et moi je me suis projetée dans les trois personnages. Et donc Lucie, c'est facile, c'est un peu celle que j'aimerais être, voilà, qui vit à cet endroit-là et tout, qui est posée, qui est sage et tout. Et pour la mère aussi, je me suis pas mal basée sur des choses que moi j'ai vécues, puisque comme le roman se situe en 2056, si on regarde l'âge du personnage, au niveau de l'âge, moi je suis la mère. Moi j'ai 50 ans aujourd'hui. Donc,
Et pour Clémence, eh ben, j'ai réfléchi à ce... En fait, ça fait un petit moment que je me suis penchée là-dessus, au fait que moi j'avais un problème avec la réalité quand j'étais petite et que je jouais pas et que je m'enfermais pour me raconter des histoires. J'appelais ça penser et en réalité j'écrivais déjà et je crois qu'à un moment donné j'étais un peu obsédée par toutes ces histoires que j'inventais et que si je me suis mis à les écrire, d'abord mentalement et ensuite en vrai avec un stylo, c'était pour trouver une espèce de médiation entre moi et le monde et avoir enfin un contact aux autres que je n'avais pas beaucoup. Et je pense que j'ai développé ça pour... Et que si j'avais pas ça, j'aurais peut-être moi aussi sombré dans une sorte de folie. Donc le lien entre tous ces personnages, c'est tout simplement moi. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que Clémence et Lucie sont une seule et même personne. Voilà. Alors Clémence, elle est inquiétante parce que elle est folle, parce qu'elle est mystérieuse, parce qu'on ne sait pas si elle dit la vérité, parce qu'elle est délirante, parce que peut-être que ses délires sont pas si délirants que ça. Elle est inquiétante parce qu'elle est menaçante, parce qu'elle a une emprise sur sa sœur Lucie, tout comme la montagne a une emprise sur Lucie, tout comme le gouvernement que j'ai essayé de mettre en place a une emprise sur les gens. Et donc Lucie n'est pas libre de ses mouvements, parfois même elle a l'impression qu'elle n'est pas libre de ses pensées, parce qu'elle a toujours l'impression que Clémence veille et la surveille, et elle se demande toujours comment elle va y réagir. Elle peut exploser comme ça, et du coup autour d'elle il faut être prudent constamment. Donc elle fait peur, et peut-être aussi que ce qu'elle amène c'est une certaine forme de vérité, je ne sais pas. En tout cas, moi je laisse en suspens parce que c'est important qu'on ne sache pas vraiment si ce qu'elle dit est réel, c'est-à-dire qu'elle est menacée par un réseau et un homme, qui était son homme avant, ou si c'est elle qui l'invente parce qu'elle a d'autres idées en tête. Quand le roman commence, elle vient de revenir après 3 décennies de disparition. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai installé cette anticipation, ce que je ne voulais pas du tout faire au départ, et j'ai des versions sans anticipation. Mais comme je voulais coller à la vraie catastrophe de Tétrousse et surtout aux vraies inquiétudes d'aujourd'hui à propos de Tétrousse, parce que elles engendrent tout un tas de techniques absolument fascinantes et ça m'embêtait de passer à côté ou de les déformer, j'ai pas les bagages techniques pour ça. Donc il fallait que les premières inquiétudes soient réellement comme c'est la réalité dans les années 10. Et pour le récit que je construisais, il fallait que Clémence disparaisse. Et pour que ça ait un impact, parce que toutes les années de disparition de Clémence, Lucie n'est pas arrivée à vivre puisqu'elle l'attendait, il me fallait quand même pas mal de temps. D'autant que je voulais reprendre ses sœurs à un moment où leur vie elle est quand même décidée. Par exemple, il est plus temps de faire des enfants après 50 ans. Donc on est sur l'autre versant de la vie. Et ça m'intéressait de les prendre à ce moment-là. Et en gros que Lucie a passé sa vie à attendre sa sœur. Et donc j'avais pas trop le choix du coup de me projeter dans 30 ans. Ce qui m'a posé énormément de problèmes parce qu'il fallait que je construise un monde du futur. Je ne savais pas comment faire. Et quand j'ai vu ce qui se passait, bon en plus évidemment quand je l'écrivais il n'y avait pas encore la pandémie et ça a été en cours d'écriture. Mais du coup c'est dans le passé, ça m'arrange bien. Mais du coup je me suis beaucoup renseignée sur où on était au niveau du climat. Et puis je voyais commencer à voir apparaître des écologies pas nettes, dangereuses et puis mensongères, et ça m'agaçait et du coup je me suis basée là-dessus. Par contre, juste avant ou juste après que le livre soit sorti, je ne sais pas, il y a eu le dernier rapport du GIEC qui était beaucoup plus alarmant que ce que je croyais. Et je me suis dit oh là là, du coup je ne suis pas allée encore assez fort. Voilà. Aussi elle y a travaillé au terme. Elle a travaillé dans les termes et elle décrit ce monde-là et en particulier elle a travaillé dans les termes juste après la pandémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc ça a changé, le rapport aux éléments et en particulier à l'eau a changé, tout comme le rapport à la neige a changé. Ça aussi je le décris.
Et Lucie, elle explique ses nouveaux rapports aux soins, ses nouvelles idéologies du bien-être, etc. Qui la heurtent, puisque elle, à l'époque où elle y travaille, elle vient de retrouver sa sœur donc ensanglantés dans cette baignoire et elle ne supporte pas tous ces blabla autour du bien-être. Bien sûr, il y a des gardiens de la réserve, mais il y a aussi un gendarme du PGHM qui est l'ex-amoureux de Lucie avec lequel elle a tenté d'avoir une vie, mais ça n'a pas marché, puisque, comme il lui disait, mais de toute façon, toi tu attends ta soeur, on ne pourra jamais rien faire. Et cet homme-là, on ne comprend pas bien, mais peut-être que Lucie, elle le regrette, on ne sait pas trop, et il va revenir dans l'histoire à un moment donné. Voilà, je ne peux pas tout raconter, mais il va revenir. Et moi, l'idée du PGHM, elle m'est venue assez tardivement, j'étais dans la dernière version. C'est quand j'ai su, j'ai découvert des estives d'altitude où les hommes ne vont pas, dans le Val d'Azun, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ma montagne, elle est imaginaire, mais elle est faite de deux vallées, celle de Saint-Gervais-les-Vins, en Haute-Savoie, et du Val d'Azun dans les Hautes-Pyrénées. Et dans le Val d'Azun, j'ai découvert ces estives-là qui s'appellent les mauvaises heures. Et ça m'a impressionnée, et puis je me suis dit, ah mais c'est vachement important, et du coup j'ai réécrit le livre parce qu'il était en 2 parties, je l'ai écrit en 3 parties avec une 3e partie qui s'appelle Les mauvaises heures, parce que ça correspondait à énormément de choses, puisque, bon d'abord ce nom il est quand même magnifique, et puis la difficulté de toutes ces zones d'altitude, c'est pas la montée, c'est la descente, et il y avait toute une histoire aussi par rapport, puisque à un moment donné Clémence était addict au crack, et on sait que le plus difficile c'est la descente aussi, donc je voulais travailler sur ça, et j'ai appris que les gendarmes du peloton de haute montagne, donc du PGHM, eh ben, ils montaient sur ces estives quand les bergers en avaient besoin. Et au début je me disais mais c'est impossible, puis après je me suis souvenu que les gendarmes étaient des gens de l'armée, et donc qui portaient secours, et j'ai trouvé ça formidable que les gendarmes fassent un peu ce boulot de berger. Voilà, et du coup j'ai créé ce personnage de gendarme pour Lucie. C'est pas tellement que ça a été compliqué à mélanger toutes les formes de menaces et la description de l'intimité et de la géographie par exemple et du politique, de mêler ces trois-là. C'est pas ce qui m'a posé le plus de difficultés parce que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps en fait. Mais ce qui a été difficile, c'est d'arriver à structurer le récit sans faire quelque chose de trop chronologique, mais qui soit compréhensible. Et parce qu'il y a quand même plein de choses qui se passent, et au niveau de la structure, et notamment du rythme, puisque au début je l'avais conçu quand même en 2 parties, ensuite en 3, puis il y a des personnages qui se sont rajoutés, et puis c'était difficile à faire tenir tout ça ensemble, voilà. Donc j'ai énormément travaillé, ça m'a beaucoup coûté.